Salut à tous, c'est Thomas. Et Mehdi qui l'accompagne. On lance un nouveau podcast, donc, et aujourd'hui, on va vous parler de quoi? Mehdi, de quoi on va vous parler aujourd'hui? Et bien tout d'abord, on va se présenter assez rapidement. Ensuite, on va parler de la situation en Catalogne. Ensuite, on va faire un petit point sur la loi travail. Puis je prendrai ensuite sur l'affaire Yacine, et on finira sur la loi renseignement. Alors, un programme riche. Voilà. Alors, on sait pas trop ce que ça va donner. Si ça se trouve, ça va être super nul. Si ça se trouve, ça va être super bien. On espère en tout cas d'avoir vos retours, que vous nous disiez si c'est bien, si ça vous plaît pas, et si vous avez des pistes d'amélioration, comme on dit, pour pouvoir améliorer ça. Alors, peut-être que sans transition, on pourrait passer sur la Catalogne. On peut commencer par la Catalogne. Eh ben écoute, mon cher Thomas, que penses-tu de la situation Alors comme tout le monde, moi j'ai vu les informations sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et ce matin aussi on a beaucoup parlé à la radio. Moi les trucs qui m'ont marqué quand même, c'est la violence des policiers vis-à-vis des gens qui avaient des urnes dans les mains et qui voulaient juste voter. J'ai été un petit peu choqué par ces images, mais c'est peut-être on est peut-être un peu marqué par les images plus que par le débat de fond. C'est ça, mais là je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que Rajoy a perdu la bataille des images. Parce que moi, honnêtement, j'ai pas forcément d'avis très tranché sur la question, parce que je n'arrive pas à déterminer s'il s'agit d'un nationalisme, je parle du nationalisme catalan, qui est un nationalisme uniquement lié à des raisons économiques, car on sait que la Catalogne est plus riche que le reste de l'Espagne, ou alors est-ce qu'il s'agit de quelque chose avec beaucoup plus de fond, avec un fond beaucoup plus culturel, etc. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les principaux partis indépendantistes sont plutôt à gauche. Ouais. Ce qui devrait nous inciter à écarter la thèse, a priori, en théorie en tout cas, du nationalisme uniquement pécunier. Ouais, c'est comme si, je sais pas, Neuilly-sur-Seine demandait son indépendance parce qu'ils en ont marre de payer des impôts pour les gens de la Drôme ou du Nord. C'est ça, en tout cas, c'est une lecture possible de ce nationalisme. Ouais. Moi, j'avoue que je ne sais pas dans quelle mesure elle est vraie. Ouais. Elle doit l'être un petit peu, c'est sûr. J'ai toujours du mal aussi avec les régionalismes. Moi, je suis breton et je vois un petit peu. J'ai vu apparaître le régionalisme breton que je ne comprends absolument pas, donc je ne comprends pas l'intérêt. La langue bretonne, je ne vois pas vers quoi ça peut mener. Je ne comprends pas que des gens se battent pour qu'on enseigne le breton à des élèves du collège. Je ne vois pas où ça peut mener. Je vois que l'argent que ça pourrait coûter. J'ai toujours du mal à comprendre ces mouvements régionalistes. Est-ce que les gens ont besoin de se sentir appartenir à un petit groupe? C'est pas clair pour moi. Bah, en tout cas, peut-être que ce qu'on peut dire, c'est, sans vouloir faire dans les grandes théories économiques et politiques, c'est que la mondialisation est là. Elle est de plus en plus croissante. Peut-être que les gens ont besoin de revenir à des structures de taille un peu humaine, comme la région par exemple. Après, effectivement, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que quand on regarde à l'échelle de l'Europe, qu'il s'agisse de l'Écosse, de l'Italie du Nord, de la Flandre, effectivement, ce sont à chaque fois des régions assez riches, oui, qui comme par hasard connaissent un regain de régionalisme. Donc par exemple, tu parlais de la Bretagne. Il y a un régionalisme en Bretagne qui est assez installé, mais on ne constate pas forcément d'explosion du régionalisme. Ouais. Est-ce que si demain on découvre du gaz de schiste ou du pétrole en Bretagne, est-ce qu'on n'aura pas un parti indépendantiste qui va se développer de manière beaucoup plus importante ? À voir. Toujours est-il que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un droit qui est quand même fondamental, et empêcher la démocratie, empêcher des gens qui veulent s'organiser de vivre entre eux, qui on est pour le lire, quoi. Si on relit Rousseau et le contrat social, voilà, théoriquement on devrait pouvoir créer des États, partir d'États comme on le souhaiterait. Oui, mais après la grande question qui se pose, moi effectivement j'ai été assez choqué par ces personnes qui se font maltraiter par des policiers. Maltraiter, le mot est assez faible, ouais. Mais en tout cas ce qu'on peut dire, c'est que ce référendum, quoi qu'on en pense, il était illégal. Donc à partir de là, si on commence à s'interroger, dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas le travail de la force publique d'empêcher la commission, si j'ose dire, d'actes illégaux? Et en même temps, moi j'ai envie de te rappeler à tous les mouvements anarchistes qui ont fait de l'illégalisme leur manière de travailler. S'il n'y avait pas eu José Bové qui allait faucher des OGM de manière totalement illégale, est-ce qu'il y aurait eu un débat sur les OGM en France? Si on n'avait pas eu, même, bon, c'est un peu la caricature, mais si on n'avait pas eu tous ces résistants, qui eux étaient des illégalistes, est-ce qu'on aurait eu encore l'Allemagne nazie au pouvoir? Il y a quand même, c'est une manière de faire de la politique, l'illégalisme, et effectivement c'est aussi une manière de se défendre, d'envoyer la police. Bref, moi en voyant ces images, ça m'a rappelé d'autres images. C'est les images de la loi travail qu'on a eu il y a encore quelques mois, en fait, c'est assez proche. Voir des flics qui tabassent des gens, ça m'a rappelé des souvenirs de manifs et des genres de choses. Et du coup on arrive sur notre deuxième sujet. Quelle transition incroyable, vous avez remarqué, qui est la loi travail. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de la loi travail?
Mehdi. Alors disons que la grande philosophie de la loi travail, c'est finalement de dire que le droit social, en fait, le droit du travail pour être très très simple, doit se décider à plusieurs échelles. Ça, ce qui est déjà le cas à l'heure actuelle, mais en tout cas donner plus d'importance à l'échelle, entre guillemets, la plus basse, qui est celle de l'entreprise. Car dans l'esprit du gouvernement, logique dans laquelle je me reconnais plutôt, c'est que on doit adapter le droit au plus près des situations vécues. Quel est l'endroit où on peut le faire de la manière la plus efficace? C'est le lieu de l'entreprise. Chaque entreprise définit sa norme sociale. Ensuite, il y a un deuxième pilier qui est de définir ce droit social également à l'échelle de la branche. Et enfin, nous avons la loi qui protège encore avec certains grands principes comme le SMIC par exemple, ou comme les 35 heures, même si effectivement il y a la possibilité d'y déroger par accord d'entreprise ou accord de branche. Ça a l'air magnifique quand on parle comme ça crée de la démocratie, on protège les salariés, pourtant aucun syndicat le pense, et moi-même d'ailleurs je le pense pas trop. La démocratie par exemple, on nous vend la démocratie au sein de l'entreprise, on dit qu'on va être au plus près des travailleurs, etc. etc. Mais s'il y avait vraiment de la démocratie dans cette loi travail, pourquoi il n'y aurait pas des référendums au sein des entreprises à la demande des salariés pour pouvoir changer leurs conditions de travail? Typiquement, pourquoi si on est vraiment démocrate, on ne pourrait pas voter nos salaires quoi? Bizarrement, ce genre de choses n'est pas possible dans la loi travail. Il y a de la démocratie, c'est vrai, mais c'est que quand le patron le décide. Et c'est selon ses modalités, jamais quand c'est du côté du salarié. Oui, donc quand on nous vend de la démocratie, moi je rigole un peu, quoi. Je rigole un peu. Oui, c'est une démocratie, on va dire, d'inspiration bonapartiste, puisqu'elle marche par plébiscite à la demande du chef. Non mais, en tout cas, plus sérieusement, ce qu'on peut noter, c'est que effectivement, on pourrait envisager un monde où, par exemple, les salariés voteraient leur salaire. Le problème, ça s'appelle le soviétisme. Par exemple, mais sans tomber dans ces clichés-là, mais par exemple, le gros problème, c'est que comment pouvoir déterminer une échelle de salaire par ce modus operandi? Parce que on peut imaginer, et c'est tout à fait logique, moi je serais le premier à faire ça, que les salariés vont tenter d'avoir le plus grand salaire possible, et est-ce que ça ne mettrait pas en péril l'équilibre de l'entreprise? Ah, mais c'est sûr. Non, je pense que ça ne mettrait pas en péril. C'est la question de l'autodigestion, de l'autogestion dans l'entreprise. C'est une question récurrente qui nous questionne en permanence. Il n'y a pas que cette question d'entreprise. L'inversion des normes, c'est aussi rappeler qu'on n'est pas égal dans l'entreprise. Quand on vient d'arriver dans une entreprise, on rencontre son patron pour la première fois et qui nous dit mais en fait il faut que tu signes tel truc, la convention ça va être comme ça, t'es d'accord? On n'a pas les moyens de dire non, on n'a pas les moyens de s'opposer, et voilà, surtout dans les petites entreprises. Typiquement, moi je donne mon exemple personnel, sans rentrer dans les détails, on m'a demandé peut-être de travailler le dimanche. Est-ce que j'aurais été pour travailler le dimanche? Je venais juste d'arriver dans l'entreprise, j'étais encore en période d'essai, s'il y avait eu ce truc là, j'aurais jamais voté... Enfin, je sais pas ce que j'aurais voté, parce que vu le peu qu'on était, ça aurait créé une ambiance mauvaise. Bon, je m'embrouille dans mes mots, mais en gros, je suis contre le travail le dimanche, et en vrai, je suis pas en capacité de négocier avec mon employeur ou de me lever et faire un front contre mon employeur pour ce genre de truc. Moi je pense que ça va installer du malaise et je pense qu'effectivement les syndicats vont reprendre du poil de la bête parce que va y avoir des luttes à mener en permanence contre ces démocraties qu'on va nous mettre au sein de... Enfin, cette fausse démocratie de la volonté du patronat qu'on va nous mettre dans les entreprises. Mais c'est justement là où tu touches un très bon point, c'est que ce qu'il faut espérer, c'est d'ailleurs une ambition tout à fait assumée de la part de ceux qui ont conçu la loi travail, c'est qu'elle doit amener les salariés à se syndiquer. Pas forcément pour rentrer dans un rapport de force tel que tu le décris, mais en tout cas, pour permettre aux salariés d'être acteurs de l'entreprise et justement de pouvoir s'organiser par l'intermédiaire de syndicats. Et donc le but caché derrière cette loi travail, même pas caché, c'est syndiquez-vous. Et d'ailleurs, par exemple, pour citer mon cas personnel, puisque tu citais le tien, et ben moi j'ai décidé de me syndiquer suite à cette loi, non pas parce que je la trouve mauvaise, je la trouve plutôt bien, mais parce que justement pour qu'elle soit bien appliquée, pour donner les moyens à la loi d'être bonne, il faut que les salariés soient acteurs de leur entreprise. Comment? Notamment par le syndicalisme. C'est bien, c'est bien. Moi aussi je suis syndiqué, hein, évidemment. Pas dans les mêmes syndicats, mais c'est pas hyper important. Je suis d'accord avec toi, mais justement, il y a des milieux où on sait que cette négociation va être plus compliquée. Tous les deux, on est cadre, on est profession supérieure, on a fait des études, etc. Moi, je pense à toutes les entreprises où le niveau de prise de conscience et même le niveau de connaissance simple en termes de droit du travail, en termes de droit tout court est pas le même. Je pense aux femmes de ménage, je pense aux hommes de ménage d'ailleurs, je pense à tous les métiers
qui ont très très peu de qualifications, où parfois les gens savent à peine lire, quand demain on va leur demander de voter sur des textes de loi qui vont être un peu compliqués, qui vont être un petit peu sournois, parce que évidemment, faut pas se leurrer, les textes qu'on va nous proposer de voter, ça va être des pavés énormes, avec des mots incompréhensibles de droit juridique, de droit du travail. Qui sera capable de comprendre vraiment ça, de saisir les nuances et les importances, et voilà. Et surtout dans les milieux qui sont peu syndiqués, il y a plein de milieux qui sont peu syndiqués. La restauration, les métiers, les CDD, notamment tous les emplois courts, là il y a encore des choses qui vont pouvoir s'appliquer dans l'entreprise. J'ai même vu, alors il faudrait que je revérifie, mais j'ai même vu qu'on pouvait voter, enfin il serait possible qu'une entreprise, dans les CDD qu'il met en place, enlève la prime de départ. Ça me paraît incroyable. Mais effectivement, si on inverse totalement les normes, on pourrait voter la fin des primes de départ pour les CDD, ce qui serait juste rajouter de la précarité à la précarité. Oui, mais tout à fait. Mais comme tu le disais toi-même, toute l'histoire du mouvement ouvrier, ce sont des personnes qui, à l'époque, sans leur faire injure, n'étaient pas forcément les plus instruites. C'était pour des raisons sociologiques assez claires, mais qui ont réussi à s'organiser, qui ont commencé à s'intéresser à leurs conditions de travail. Et par exemple, tu parles des hommes et femmes et hommes de ménage. Ben moi, ce que j'espère, ce sont d'ailleurs souvent des femmes, malheureusement. Ce que j'espère, c'est que les métiers les moins payés sont toujours ceux des femmes. Ça, c'est vrai, ça, c'est un autre scandale. Mais ce qu'il faudrait, ce serait que, justement, ces personnes commencent à appréhender leur rôle dans l'entreprise, et j'espère que la loi leur permettra de le faire, car il y aura beaucoup plus de choses à décider, beaucoup plus de choses à négocier. Et donc, je comprends en fait la philosophie de la loi est d'essayer de sortir d'une culture de l'affrontement qui nous a amené des choses en France, il faut bien le dire. Vers une culture, effectivement, vers une culture justement du compromis qui doit nous permettre d'obtenir aussi des choses peut-être un petit peu moins charmantes du coup. Je suis d'accord, effectivement, toujours les deux lignes, est-ce qu'il faut se bagarrer pour obtenir des choses ou est-ce qu'il faut négocier? Moi j'ai le sentiment qu'on négocie beaucoup en ce moment et qu'on n'a pas obtenu grand-chose. Bref, je pense qu'on va pouvoir avancer. Le point qu'on avait après, c'était l'affaire Yacine. Alors, peut-être je vais expliquer un peu l'affaire Yacine. Une affaire un peu sombre. On retrouve un jeune, donc Yacine, dans une cave un matin. On se rend compte plusieurs trucs. Il a des coups sur le visage. Il a son pantalon qui est baissé à moitié et il est sur une barre de fer. Et on ne comprend pas ce qui se passe, les flics déclarent qu'il s'est étouffé. Apparemment, il y aurait aussi de la cocaïne. Donc l'affaire est un peu étrange. Bon, ça s'arrête là. Sauf que la famille dit, mais s'il a des coups sur le visage, c'est qu'il y a eu, bagarre, il y a eu un meurtre, c'est pas compliqué. Et donc, il va se passer des trucs étranges. La famille va, par 5 fois, essayer de porter plainte. Ils vont réussir qu'au bout de la 5e fois, quand le truc va commencer à être un petit peu médiatisé, que les gens vont commencer un peu à se chauffer. Et donc, il y a une sorte d'ombre un petit peu autour de cette affaire. La chose va s'embraser, va y avoir en fait des émeutes à Aulnay, va y avoir je sais plus combien de voitures brûlées, où il y aura clairement écrit justice pour Yacine. On ne sait pas ce qui se passe, mais ça nous rappelle une affaire qui est l'affaire un peu Théo, où justement la police était vraiment mise en cause là-dedans. Il y a un souci avec la police. Je crois que tout le monde sera d'accord avec ça. Qu'est-ce que t'en penses? Effectivement, pour moi, je peux pas connaître les ressorts de l'affaire Yacine dans les détails, donc je vais pas forcément me prononcer sur coupable, pas coupable, etc. Parce que ça, c'est le travail de la justice, donc d'y parvenir. En fait, moi, ce que je constate, c'est en effet ce sentiment de défiance entre les jeunes, et d'ailleurs pas que les jeunes, la population en général et la police, que ce sentiment est exacerbé dans les quartiers dits sensibles. Et maintenant, la solution, c'est qu'est-ce qu'on fait? D'abord, moi, je vais être assez cash, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que même si le ministre de l'Intérieur voulait résoudre les choses sincèrement, je pense qu'il n'y arriverait pas. Car je pense qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a peur de la police, et non l'inverse. Complètement d'accord avec toi. Et donc je pense qu'effectivement, là, il y a une vraie question. Les solutions, ça peut passer par de l'éducation, par exemple, mais c'est très compliqué parce que là, je passe un peu pour un bisounours en disant ça, parce que comment aller éduquer comme ça des personnes qui parfois ont 30 ans, 40 ans, etc. Mais en tout cas, c'est une solution. Il faut travailler sur des choses, comme par exemple la police de proximité, qui, ma foi, est restée comme quelque chose d'assez positif. Et rétablir du lien, en fait, entre la population et la police pour que, petit à petit, la relation s'améliore. Mais moi, je pense que des sanctions disciplinaires ou autres, malheureusement,
Je pense que le ministre de l'Intérieur n'a pas le pouvoir de le faire aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi sur deux choses dont tu as parlé. La première, c'est sur le fait que aujourd'hui, le ministre a peur de la police. Je crois qu'il y a un vrai souci avec la police. La police aujourd'hui vote à 60% pour le Front National, il y a une vraie défiance, ils sont dans des situations d'extrême précarité, il faut le rappeler, hein. Il y a eu des photos qui ont circulé récemment où on voyait des cafards qui sortaient des murs de prison, donc il y avait une sorte de top des photos les plus horribles des commissariats. Il y a eu un autre fait très marquant dont encore une fois on n'a absolument pas parlé dans les journaux, c'est l'incendie d'un commissariat qui s'est passé il y a même pas un mois. Apparemment, ça aurait été l'extrême gauche. Étonnamment, il n'y a eu que des voitures brûlées. Donc, c'est très bien. Hein. Mais il y a un truc bizarre qui se passe avec la police. Et moi, j'ai un sentiment. On se souvient quand même des grèves de policiers l'année dernière. Il y a un vrai sentiment de malaise dans la police. Et voilà. Et je pense que ce malaise se répercute en premier, évidemment, sur les pauvres et les gens des quartiers populaires. Il faut faire quelque chose. Il y a un vrai problème avec la police. Il faut faire quelque chose. Sur cette affaire de Aulnay, là encore. Aucun mot des médias, quoi. On n'en parle pas, il y a plusieurs voitures brûlées, il y a un mort, il y a des trucs, on a le sentiment quand même qu'il y a un problème médiatique à mon avis là-dessus. Je sais pas ce que je peux rajouter dessus, il y aura un procès qui va avoir lieu, on espère avoir plus d'informations. Mais en tout cas c'est sûr qu'il y a vraiment une situation de crispation. On se rappelle aussi pendant la loi travail ce slogan qui disait tout le monde déteste la police. Il y a un malaise et à un moment ça va péter, il y a un moment ça ira autrement. Est-ce que tu veux qu'on passe au point suivant ? Oui, peut-être juste une petite chose à ajouter, c'est que effectivement les médias sont assez silencieux. Il y a l'affaire Théo qui avait quand même choqué beaucoup les gens et qui du coup avait trouvé l'écho qu'elle méritait. En général, l'écho est un peu moins important. Mais pourquoi l'écho ? Pourquoi il y avait eu un écho ? Il faut noter un truc. Je me permets de t'interrompre. Sur l'affaire Théo, on a parlé parce que François Hollande est allé au chevet du blessé. Ça ne s'est jamais vu. Enfin, je veux dire, depuis Ziad Bouna, jamais un président n'est allé, enfin, c'était pas s'excuser, mais n'est allé au chevet des gens. C'est incroyable cette histoire. On aimerait que Macron aille au chevet de la famille, alors au chevet non, mais aille rencontrer la famille de Yacine. En tout cas, c'est vrai que c'est compliqué parce que même pour le président Macron, il faut faire attention parce que si jamais l'enquête, parvenait aux conclusions que en fait. Ce n'était pas la police qui était mise en cause, etc. Après, ça se retournerait contre lui avec un effet ciseau qui sera assez important. Donc, bon, je sais pas s'il devrait y aller, mais en tout cas, effectivement, c'est un sujet qui devrait être pris très, 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 très au sérieux. Moi, je pense qu'il est pris au sérieux, en fait, mais que, comme je le disais, sans faire de complotisme, c'est aujourd'hui très compliqué pour les hommes politiques d'avoir un vrai impact sur leur police. Ouais. Et donc... Il y aurait des mesures à prendre, à mon avis, c'est plus d'argent dans les commissariats, plus d'argent dans les cités, avoir des vrais salaires, des vraies perspectives pour les gens, mais bon, c'est pas maintenant et ce soir qu'on résoudra le problème, ou la question plutôt, parce que c'est pas un problème, la question de la pauvreté et des banlieues. Et des banlieues pauvres. Mais c'est pour ça qu'il faut que vous continuiez à nous suivre, parce que bientôt on va en parler, on va résoudre ces questions. Exactement. Ok, dernier point, on est déjà à 18 minutes, hein, on avait prévu 15 minutes, on a explosé, mais c'est pas grave, c'est la bagarre. Ouais. Alors, la loi renseignement. Est-ce que tu veux nous rappeler les grands points de la loi renseignement ? Alors, pour en revenir donc à la campagne présidentielle, Macron et d'autres candidats, mais notamment Macron, avaient dit que l'état d'urgence était un état transitoire par définition et qu'il fallait revenir dès que possible au droit commun. Donc, pour pouvoir... Plus que ça, il avait même dit que ça ne marchait pas, cet état d'état d'urgence. Tout à fait, effectivement. Et parce qu'à cette époque-là, il était plutôt sur une ligne, on va dire, libéral-libertaire, si j'ose dire, c'est-à-dire libéral sur le plan économique et attaché aux libertés, c'est-à-dire dans une forme de libéralisme assez classique, en tout cas outre-Atlantique, qui le rapprochait par exemple d'un parti démocrate à l'américaine. Bref, tout ça pour dire que maintenant il a le pouvoir, et donc l'idée, pour sortir de l'état d'urgence, c'est en tout cas d'adopter une nouvelle loi, la loi dite renseignement, qui doit permettre de donner les moyens aux forces de l'ordre d'empêcher la commission d'attentats par notamment des moyens de renseignement. Donc, moi, je suis plutôt un macroniste, peut-être que vous l'aurez compris en lisant, en nous écoutant. Mais moi, ce qui m'inquiète, je dois dire... Moi, je suis pas macroniste, hein, mais on en reparlera plus tard aussi. Moi, ce qui m'inquiète, effectivement, c'est que moi, ce qui m'intéressait chez Macron, c'est ce côté parti démocrate, c'est-à-dire attaché aux libertés publiques, libéral, libertaire. Et donc, la grande question... dans cette loi renseignement, je ne m'y retrouve pas parce que donc il s'agit d'inscrire certaines dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Notamment,
jusqu'à présent, et même, jusqu'à présent, dans le droit commun, par exemple, pour pouvoir écouter quelqu'un, il y a un contrôle judiciaire. Lorsque ce n'est pas carrément le juge qui doit donner la permission. Pardon. Et donc, avec l'état d'urgence, ce contrôle judiciaire serait moins important. Il y aurait plus de pouvoir dans les mains en fait, du pouvoir régalien, c'est-à-dire dans les mains du pouvoir exécutif. Dans la police. Voilà, dans la police en fait. Cette police qui va si bien en France aujourd'hui. On va lui donner encore plus de pouvoir. Donc c'est là effectivement, il y a des choses qui sont assez inquiétantes. Après, bon, moi je veux quand même faire confiance, en tout cas à l'heure actuelle, aux institutions de mon pays. T'as confiance dans la police? En tout cas, j'ai confiance aux juges qui pourront tout de même, a posteriori, tout est là. Annuler un petit peu des choses qui seraient abusives. Maintenant, voilà, bon, moi je dois dire que c'est plutôt une douche froide pour moi cette loi, car pour moi elle ne s'inscrit pas dans la philosophie macronienne. Ouais. Alors moi je suis d'accord avec toi, hein. Ça marche pas, l'état d'urgence permanente, fliquer les gens à outrance, ça ne fonctionne pas. Ça a été dit et redit même par Macron lui-même, donc au bout d'un moment ça devient absurde de continuer sur cette ligne-là. Il y a des vrais problèmes d'un point de vue constitutionnel. Moi je suis choqué que le Conseil constitutionnel n'ait pas retoqué quoi que ce soit. On ne fait pas de perquisition chez les gens avant qu'un juge ne l'ait autorisé. Moi, ça me paraît la première des libertés. Et un juge, c'est pas un flic. Et c'est important que ça passe par un juge. Les juges, notamment Trévidic l'a dit et redit, on a la loi qu'il faut pour surveiller le terrorisme. On n'a pas besoin de trucs en plus. Moi, je crois que le vrai personnage de l'histoire, celui qui manigance tout ça et qui veut faire du sécuritaire pour pouvoir apparaître comme l'homme fort, c'est Gérard Collomb. Qui est parti sur une ligne hyper droitière que je comprends pas, aussi, que je comprends, qui est une ligne hyper droitière qui cherche à voler l'espace de l'ultra droite. Bon, ça mène à rien. Bref, il y a un point notamment qu'on a un peu relevé mais qui me choque un peu, c'est que en cas de suspicion au terrorisme, vous serez suspicion, hein, on parle bien de suspicion, vous serez obligé de donner tous vos comptes informatiques. Pensez à tous les comptes les plus louches sur lesquels vous êtes inscrit. Est-ce que vous voyez pas le danger arriver, quoi? Évidemment, toutes les associations aussi, c'est encore un marqueur quand même qui devrait nous alerter. La LDH, toutes les associations des droits de l'homme sont contre cette loi. Il n'y en a pas une qui dit que c'est une bonne chose. Il n'y en a pas une qui modère ses propos. Voilà. Donc moi je crois qu'il faut continuer un petit peu à se mobiliser pour pas que ça passe. Je vois pas ce qu'on peut faire parce qu'avec une Assemblée nationale qui est si nombreuse et aux ordres de Macron, à mon avis ça va être compliqué. Mais je suis très très déçu de cette loi-là aussi. Alors après, effectivement, ça sur la loi en elle-même, je suis assez d'accord que c'est une loi qui est plutôt à combattre. Par contre, moi, je pense qu'il faut peut-être aller un peu plus loin. Le problème, c'est que Macron, pas Macron, même ça avait été Hamon, voire Mélenchon, le problème, c'est que depuis 2002, on est sur un consensus assez sécuritaire et qui est, je le pense malheureusement, plutôt majoritaire dans l'opinion, pour des raisons qui peuvent se comprendre. Notamment ces dernières années suite aux attentats. Et donc, je pense qu'en tout cas, la première chose à faire serait effectivement de mener un combat culturel assez important pour justement déconstruire un petit peu ce consensus sécuritaire. Et la deuxième chose, c'est que je pense que la crispation sur ce sujet vient aussi du fait, j'ai pas totalement abandonné toute trace de marxisme, sur le fait que la crise économique, crispe les gens, et donc notamment sur les sujets sécuritaires. Ouais. Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est que si l'économie repart, si les réformes du gouvernement sur le plan économique portent leurs fruits, qu'à terme, d'ici la fin du quinquennat, Macron puisse imposer en tout cas ce qui semble être sa philosophie. Je vois pas le rapport entre le marxisme, l'économie, la pauvreté et le fait qu'il y ait besoin d'une loi sécuritaire qui combat le terrorisme. Le terrorisme, à mon avis, on le combat plus en arrêtant par exemple de vendre des armes au Qatar et ce genre de choses. Oui, après ça, ce sont des sujets effectivement très très larges. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que, en fait, moi, ça me paraît très compliqué de réussir à déconstruire le consensus sécuritaire dans un pays qui connaît une crise économique profonde, car les gens ont tendance à vouloir se rassurer, et donc c'est très très compliqué, à mon avis, de leur vendre le fait que, effectivement, notre loi actuelle est tout à fait suffisante pour combattre le terrorisme. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin simplement de moyens en plus dans la police, notamment dans les polices d'investigation ? C'est vrai, mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que là, Macron s'inscrit dans la droite ligne de François Hollande depuis 2014. Et de Sarkozy. Non, justement non. C'est que depuis Hollande, on assiste à une remontée des effectifs. On se rappelle que Sarkozy avait supprimé plus de 10 000 postes, et avec Hollande, on a réengagé un processus d'augmentation des effectifs, processus que, effectivement, Macron entend poursuivre. Ce qui est plutôt, pour le coup, une bonne chose.
Ok. Et bah écoute, À suivre. Ouais. Affaire à suivre. affaire à suivre. Donc je partage pas toutes tes espérances, on va dire ça comme ça. Je crois qu'on est arrivé au bout du podcast. On a fait 2 fois plus longtemps que ce qui était prévu, mais c'est pas grave. Vous nous direz si c'est bien ou si c'est pas bien, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Je sais pas encore, on va le diffuser d'ailleurs, c'est un peu le secret. Vous nous direz où vous l'écoutez aussi. Et j'espère que ça vous a plu. À bientôt. À bientôt.